RCP 105 sur les réseaux de Petri. Alors qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons vu donc que nous avions les réseaux de Petri, ça se décompose avec des places, donc les ronds blancs, et des transitions. Et donc c'est un graphe orienté biparti, les arcs allant donc soit des places vers les transitions, soit des transitions vers les places. Mais il y a une notion de ressource qui est très importante pour ce dont on veut faire. Et donc la notion de ressource, ça va être notée, ça va être symbolisé par ces fameux jetons. Et donc une place peut contenir plusieurs jetons éventuellement. Donc un jeton, c'est une ressource qui est possédée par la place. Le nombre de jetons, ça peut être borné dans le problème. Par exemple, les files d'attente, vous n'avez pas 50 enfin vous avez un nombre limité de places d'attente dans votre file. Ou ça peut être non borné. Voilà. Alors, important, les jetons seront dits indiscernables, c'est-à-dire c'est pas parce qu'il y en a un qui arrive, d'accord, il aura le même statut qu'un autre. C'est-à-dire, vous avez un cube ou un colis à traiter, vous avez un client en salle d'attente, peu importe, enfin, il n'y a pas de distinction faite entre les ressources. On va aussi avoir éventuellement des arcs évalués. Donc, ça va être le nombre de jetons dans la précondition. Donc on avait vu tout à l'heure par exemple que le robot, on pouvait se dire mais il doit déplacer 2 cubes. Voilà, donc les arcs associés à un entier K non nul, donc ça représente le fait que dans le nombre de jetons consommés dans la précondition ou dans la post-condition, donc ici ce serait la précondition, pour que T soit franchissable, il faut qu'il y ait K jetons ici, et donc on va manger les K jetons. Donc si jamais il n'y a pas de valuation, bah, l'arc est 1. Voilà, et donc RDP généralisé, c'est lorsqu'on value les arcs, et sinon, ce sont des réseaux de Petri ordinaires. Bon. Alors, donc le cas, c'est l'évaluation d'un arc d'une place vers une transition, donc ici, comme ceci, et donc ça va être donc le nombre, ça va correspondre au nombre de ressources nécessaires pour que celle-ci soit franchissable. Donc si on vous dit 2 et 3, donc ici, cette partie de la condition-là, donc pour T1, est réalisée, mais pas celle-ci. Vous voyez bien qu'on n'a pas les trois jetons, les 3 ressources ici en P2, donc elle n'est pas franchissable. Par contre, celle-ci l'est, elle l'est exactement. On a juste 2 jetons ici, on en a besoin de 2, on a 3, on a besoin de 3. Donc T'1, T1' ici, enfin bref, est franchissable, alors que T1 ne l'est pas. Et lorsque, donc là, précédemment, c'était pour les préconditions, et lorsqu'on regarde les post-conditions, ben c'est pareil, ça va être le nombre de jetons qui vont être créés dans la place. Donc allons-y. Ici, j'ai une place. Pour franchir cette transition-là, il me faut 2 jetons, d'accord. Donc on va virer ces 2 jetons-là, par exemple. Et puis, qu'est-ce que ça va produire? Ça va produire 3 jetons ici, et puis 1 jeton ici, d'accord? Donc, comme j'en ai déjà 2, il va y en avoir 3. Et là, comme j'en avais pas, il va y en avoir 3 parce que j'en crée 3, ok? Donc, le franchissement, vous voyez, bon, c'est assez simple. Ça vous donne le nombre de ressources à la fin. Bon, vous pouvez imaginer une barre d'acier qui arrive, d'accord? Ça vous fait plein de petites vis, d'accord? Ou de boîtes de vis, ça vous en fait plusieurs. Donc, simule ceci. Ça représente donc le fait que vous puissiez avoir une machine qui délivre plusieurs ressources à la sortie. Alors, dans les réseaux de Petri, ce qui va être compliqué, ça va être donc quand on a une situation, de savoir distinguer quelles vont être les places et quelles vont être les transitions. Donc, les places, qu'est-ce qui va les caractériser? Alors, peut-être le plus simple, en fait, c'est de regarder qu'est-ce qui va être considéré, qu'est-ce qui va être modélisé, par les transitions. Donc, en fait, ça va être donc, les événements ou les actions du système, donc le job, l'activité, le processus, d'accord? Et chaque place, en fait, va être déterminée par rapport à cette transition-là. Soit c'est en gros une pré-condition, soit c'est une post-condition, d'accord? Donc, dans une transition, vous avez des conditions d'entrée, des pré-conditions, d'accord? Et ça va donc être les places d'entrée, et puis les places de sortie, ça va donc être ce qui résulte de vos transitions. Donc en fait, on va essayer surtout de représenter les transitions, et puis après, les places en amont et en aval de celle-ci. Alors, comme toute modélisation, il y a plusieurs façons, il y a plusieurs solutions pour modéliser un même système. Alors, il y a des normes plus ou moins
fixés dans ceux qui font la modélisation. Et puis un même système plusieurs systèmes pardon, peuvent être modélisés par un même réseau de Petri. Donc un même réseau de Petri peut modéliser des systèmes complètement différents, mais qui fonctionnellement ont le même réseau de Petri, quoi, ont la même modélisation. Donc ce que je veux dire par là, c'est que un atelier garage, ça peut être modélisé par un même réseau de Petri qu'un dentiste, qu'un boulanger, etc. D'accord, ça dépend, c'est pas le contexte qui donne ça, c'est le graphe sous-jacent, quoi. Bref, pour synthétiser, les transitions, ce sont les éléments actifs de votre problème, les places, ce sont les éléments passifs de votre problème, les arcs, ce sont donc des relations causales, cela implique le passage de l'un à l'autre, etc. Et puis les jetons, c'est les éléments dynamiques du système, qu'est-ce qui bouge dans votre système, pourquoi est-ce qu'il vit, quoi. Voilà, et donc l'état du système est modélisé par les places et les jetons, et les transitions d'état sont modélisées par des transitions. Ok. Alors, notez bien que l'état du système, ouais, encore une fois, c'est pas très bien mis, parce qu'après, état du système, ça va juste être justement la répartition des jetons dans les différentes places. Ok, donc on va revoir les différents éléments encore une fois. Le rôle d'un jeton, donc ça indique une condition, la condition est vraie lorsqu'il y a le jeton. Ça peut être un indicateur d'état, donc de l'état dans lequel le processus est. Ça peut être un objet physique, par exemple le cube de tout à l'heure, la pièce, etc. Et puis ça peut être aussi un message, un signal, un rapport qui est envoyé. Ok, il faut qu'il y ait quelque chose pour que quelque chose se déclenche. Ok, donc c'est le signal d'entrée, si on veut. Alors les places, vides, là, ça représente donc l'état passif, ce qui est passif dans votre système. Donc ça peut être un tampon, un buffer, par exemple un entrepôt, les pièces arrivent ici, d'accord, et sont stockées là, en attendant qu'il se passe quelque chose. Donc ça peut être des emplacements dans une boutique, un hôpital, d'accord, pareil, les salles d'attente, les salles de chirurgie, où vous avez quelqu'un qui passe, etc. Ça peut être aussi un état de une ligne téléphonique, est-ce qu'elle est occupée, est-ce qu'elle n'est pas occupée, ou ça peut être aussi donc des choses qui sont exclusives les unes des autres, du style l'ascenseur est à un certain étage et pas à un autre, d'accord, donc soit il est au troisième, deuxième, premier, d'accord, et donc une seule de ces places sera occupée par un jeton et pas deux. Et enfin, donc dernier point pour faire la synthèse sur les eaux de Petri, bien les transitions. Donc ça représente les événements, il se passe quelque chose, une opération, un changement de couleur d'un feu de circulation, la transformation d'un objet, par exemple vous arrivez avec des tubes d'acier, vous ressortez avec des vis, d'accord, ou vous arrivez avec des tubes et des vis et vous ressortez avec un vélo, etc. Le transfert d'un objet, le transport d'une pièce, l'envoi d'un fichier, etc. Un changement d'état du système au sens premier, quoi. Alors, comment on fait pour modéliser un système à événements discrets avec les réseaux de Petri? Donc, c'est un système complexe, donc on va devoir modéliser chaque composante, représenter donc le réseau de Petri global en fusionnant les éléments qui sont partagés, donc la post-condition de l'un peut être la pré-condition de l'autre. Il faut utiliser les points de communication, il faut veiller à ce qu'il n'y ait pas de conflit non plus. Alors là, c'est là où je vous parlais donc des habitudes, c'est-à-dire que les gens qui font de la modélisation ont la notion de patron de modélisation qui donne des solutions typiques pour les systèmes à événements discrets. D'accord, donc quand des gens qui font de la modélisation modélisent justement des systèmes, dès qu'ils reconnaissent un pattern, donc patron en français, pattern en anglais, ils vont mettre la même modélisation en place. D'accord, ils savent que ça marche. Donc on va avoir quelques patterns. Donc là c'est le pattern séquentiel. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un objet qui arrive, il y a une transition qui se fait, qui donne un produit fini, puis une autre en transition pour donner un troisième élément. D'accord, voilà. L'indépendance, donc ici il se passe un événement qui va créer deux jetons là et là, d'accord. Et puis après, ici ça peut tomber, ou l'autre peut être en transition, mais il faudra que les deux soient transformés pour que après ça reparte, d'accord, pour que celle-ci soit franchissable.
Donc là, c'est indépendance. Là, c'est A ou B. Pourquoi? Parce que, alors, si vous avez une pièce ici, donc un jeton, il peut se passer, donc soit le jeton il va être absorbé par la transition A qui va être réalisée et donc il va disparaître et il va se passer ça, soit ça va être par B, mais vous voyez que c'est pas, les deux ne peuvent pas être faits en même temps. Donc c'est A ou B. Notez bien hein, que si jamais vous avez plusieurs jetons qui tombent, hein, vous pouvez faire A, puis B, puis A, puis B, puis B, etc. D'accord? Et si jamais vous voulez vraiment partager une ressource, hein, donc exclusion, éviter le conflit, etc., voilà comment ça se modélise en général. Je crois que ça s'appelle ça un sémaphore. Donc vous avez un jeton ici, et donc c'est soit cette partie-là qui va être utilisée, donc si par exemple vous avez cette transition, le jeton il va disparaître et puis va rentrer dans cette séquence, hein, d'accord, cette partie-là qui va être réalisée, et c'est à la toute fin que le jeton va être libéré, d'accord, et puis après de l'autre côté. Donc comment ça? Imaginez vous avez, vous pouvez faire des vélos ou des trottinettes sur votre machine, d'accord, mais soit vous faites un vélo, soit vous faites une trottinette, vous ne pouvez pas faire vos réglages, etc., pour faire les deux à la fois, quoi, d'accord. Donc soit vous réglez votre machine, ça c'est tout votre machinerie, etc. Et donc soit vous la réglez pour faire un vélo, d'accord, soit vous la réglez pour faire une trottinette, mais une fois que vous avez commencé le vélo, c'est parti pour toute la chaîne de résolution du vélo, hein, ou de la trottinette, voilà, mais pas les deux à la fois, quoi. Ah, alors visiblement c'était pas le sémaphore, donc d'autres patrons de modélisation beaucoup plus compliqués. Donc la notion de synchronisation, vous voulez que deux processus à un moment donné se rejoignent, d'accord, qu'il n'y en ait pas un qui soit beaucoup plus avancé dans le temps que l'autre, ok. Donc vous pouvez faire comme ça une transition ici, où donc il faut qu'il y ait celui-ci qui soit arrivé jusqu'à là pour avoir le jeton. Pareil que l'autre, donc il va attendre hein, que l'autre se réalise jusqu'à avoir un jeton là, pour que l'événement, eux, se produise, d'accord. Et donc vous avez une sorte de synchronisation. Et à ce moment-là, paf, les deux vont passer à l'étape d'après, et puis ça pourra repartir. Ok, voilà. Donc le sémaphore envoie asynchrone d'un message. Donc voilà, vous avez votre première chaîne ici, réseau de Petri, un événement qui peut arriver ici, et donc il va se produire de l'autre côté. Donc pour franchir ceci, il faut qu'il y ait votre message, d'accord. Il faut que cet événement-là ait été produit, ok. C'est pas parce que il est là, d'accord. Il faut que voilà, le train est en gare, mais il faut que le coup de sifflet avant que le train démarre. Voilà. Et puis message asynchrone avec acquittement. Bon, je vous laisse imaginer ce que ça peut donner dans un cas concret, disons. Alors, nous allons faire enfin un petit exercice sur le feu de signalisation. Alors déjà, on va faire très simple, modéliser à l'aide d'un réseau de Petri l'activité d'un feu tricolore. Donc je suppose que chacun d'entre vous sait comment ça marche. Donc ce que je vous propose, c'est que vous vous passiez en pause hein, pour faire un petit dessin sur une feuille. Donc voilà, bon, au cas où, donc le feu tricolore passe successivement de l'état vert à l'état orange puis à l'état rouge avant de repasser au vert et ainsi de suite durant toute sa période de fonctionnement. Donc mettez en pause et puis moi j'y vais tout de suite. Voilà donc. Alors les notions statiques, hein, c'est le feu est au rouge, le feu est au vert, le feu est à l'orange, d'accord. Les transitions, je passe du rouge au vert, je passe du vert à l'orange, je passe de l'orange au rouge. Ok, donc voilà les transitions. Et puis donc il y a un seul jeton dans le système, ok, qui va donc le feu est vert, puis le feu va passer à orange, puis le feu va passer à rouge, etc. Ok. Donc ici dans cet état-là, donc l'état, je vous rappelle que ce serait par exemple le vecteur 0, 1, 0. Quelles sont les transitions franchissables? Et vous voyez qu'il n'y a que la transition VO, hein, de vert à orange, qui est franchissable, et pas l'autre évidemment, puisque le feu est actuellement vert. Ok. Donc voilà, vous voyez, donc là ce sont les différents, alors je vais dire états, mais c'est pas bien, hein, d'accord, du feu. Le feu est rouge, le feu est vert, le feu est orange, mais il n'y en a qu'un seul qui est actuellement réalisé, et c'est celui où il y a le jeton, d'accord. Donc là, ici, le jeton ne représente pas tant la ressource que la condition est satisfaite.
ok, et ça reste une ressource pour notre transition VO. Alors, là, pour le coup, ça s'appelle vraiment 3 états du système, d'accord, encore une fois, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, d'accord, ça va être les 3 états, on verra ça plus tard, dans l'autre cours. Voilà, et donc, là, la seule transition possible, c'est VO, donc si jamais, à un moment donné, la transition s'effectue, et ben donc, on dit qu'on tire VO, hein, on tire cet événement-là. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il se passe que le jeton disparaît de la pré-condition pour apparaître dans la post-condition, et donc vous passez ici. D'accord? Voilà, donc là on a tiré VO, puis ici, donc la seule transition satisfiable, c'est celle-ci, c'est OR. Hein. Voilà, et donc lorsqu'on tire OR justement, et ben pareil, notre précondition, notre jeton de la précondition va disparaître, pourrait apparaître en post-condition, d'accord, et donc paf, ici. Voilà, et donc on a ça. Ok. Donc là, on a les 3 états du système. Il n'y a que 3 états. Et on voit que ces états, comment est-ce qu'ils... il y a donc un graphe d'états. Hein. De cet état-là, je peux passer à celui-ci, celui-ci, et puis voilà. D'accord. Et donc là, c'est ce qu'on appelle vraiment les 3 états du système. Ok. À ne pas confondre avec, vous voyez, le feu est à l'état rouge, vert. Enfin, quoique, hein, on pourrait dire que là, c'est l'état vert. Là, c'est l'état orange. Là, c'est l'état rouge. Ouais, bon. Ok, et numéro 2, et deuxième partie de l'exercice, et bien cette fois-ci on va donc faire les 2 feux de circulation à une intersection. Donc imaginez une intersection avec 2 routes, hein, il y a 2 feux de circulation, un pour chaque route. Et comment est-ce que vous allez faire pour pas qu'il y ait trop d'accidents? Donc mettez en pause, là pour le coup ça vaut vraiment la peine, hein, d'essayer de le faire, et puis donc moi je corrige tout de suite. Alors, je suppose que vous n'avez pas fait ceci, d'accord, puisque évidemment les 2 feux ne peuvent pas être indépendants, d'accord. Il ne faut pas qu'à l'intersection de 2 routes, les 2 feux soient verts, parce que sinon, boum boum, au milieu, d'accord. Et pas non plus comme ça, hein, il n'y a pas 2 jetons qui peuvent, et donc là les 2 feux sont rouges, il ne se passe plus rien dans la voie de circulation, et après il se pourrait que les 2 feux soient verts, pareil, boum boum, les 2 feux sont orange, bon, etc. C'est pas très très bon. Non, ce qu'on voit, c'est que donc pour nos 2 feux de signalisation, hein, il faut qu'il y ait exclusion mutuelle. C'est-à-dire que si l'un est vert, l'autre est nécessairement rouge, etc. Et donc on va devoir, si on part d'ici, on va devoir au milieu mettre quelque chose là pour dire que il y a une exclusion mutuelle. Ok. Et voilà. Et donc on va faire ceci. Donc on va rajouter, donc là ce sont mes 2 feux qui seraient de manière indépendante. Et on va donc rajouter une ressource ici pour dire que, donc, alors ils peuvent être tous les 2 rouges, c'est pas très grave, d'accord. Bon, la circulation est bloquée, mais à un moment donné, les 2 feux sont rouges, c'est bien. Et puis donc, là ça va être, donc, soit je passe de ce côté-là, et donc je passe rendant possible donc la transition rouge-vert pour le feu 1, d'accord. Donc il va manger ces 2 jetons-là pour créer ici, puis après il passera à l'orange, puis après il passera au rouge, et ça va me redonner donc le jeton ici, et ça va me redonner ce jeton-là, d'accord. Et après, potentiellement, ce jeton va pouvoir repartir par là, ok. Donc au moins la solution est sûre dans le sens où les 2 feux ne peuvent jamais être ouverts en même temps, ils peuvent être rouges en même temps. Mais vous n'allez pas être très content parce que il se peut, hein, il n'y a rien qui vous dit que RV2 va être un jour réalisé, d'accord. Puisque là ça va être RV1, enfin quand il y a le jeton là, il se peut que toujours on tire RV1, d'accord, et jamais on tire RV2. Et donc ceux qui sont de ce côté-là, ils voient que le feu rouge, ok. Voilà, donc la solution est sûre, mais elle n'est pas optimale. Hein. Ah, voici la solution optimale. Alors, ce n'était pas une place qu'il fallait mettre, mais 2 places qu'il fallait mettre. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Donc, on a le jeton qui est là. Donc, la précondition RV2 peut être réalisée, puisque la précondition, il faut à la fois qu'il y ait le jeton en R2, rouge pour le feu 2, et ici. D'accord? Donc c'est bon, donc ici le feu va passer au vert, puis il va passer un jour à l'orange, puis de l'orange il va passer un jour au rouge. Et en remettant au rouge, il va remettre un jeton ici et un jeton ici.
d'accord? Et donc le jeton qui va être ici, ben, il ne peut aller que, donc la seule solution à un moment donné, la seule transition pardon, franchissable à un moment donné, lorsqu'il y aura jeton ici, ce sera RV1, d'accord? Et là, paf, il y aura un jeton ici et plus rien ailleurs, et ainsi de suite, ok? Et voilà, et donc là, on a une solution à la fois sûre et équitable. Alors c'est ce que je vous disais dans les patterns des gens qui font de la modélisation, hein, c'est que donc ils ont ce genre de choses, c'est-à-dire qu'ici ils savent qu'ils peuvent trouver quelque chose exclusif, donc c'est soit l'un soit l'autre, d'accord? Mais il n'y a pas de certitude qu'un jour celui-ci soit réalisé, hein, il se peut que celui-ci soit 10 fois réalisé, et puis celui-ci une fois. Et ici, ils savent que en mettant leur poup de sommet là, et puis ce type de lien, que vous allez passer alternativement d'un système à l'autre système et revenir au premier, au deuxième, donc équitable, d'accord? Au moins la sûreté est prévue aussi dans ces deux cas. Alors nous avons terminé cette deuxième vidéo par un exercice, donc producteur-consommateur qui place des éléments, qui partagent un buffer. Alors, donc un système se compose d'un producteur qui dépose des données dans un buffer, justement, de taille, dont la taille est limitée à P, et d'un consommateur qui, lui, peut prélever ces informations dans le buffer. Et donc pour maintenir la cohérence du buffer, celui-ci n'est accessible seulement en exclusion mutuelle. Alors il faut donner le réseau de Petri décrivant ce système. Alors pour vous aider, hein, parce que là-dessus c'est quand même assez technique là, donc je vais vous aider en vous donnant donc les différentes transitions déjà. Alors les transitions au niveau du producteur. Donc le producteur, ben, il peut travailler, oui, donc il travaille hein, à sa production, quoi. Et puis une fois qu'il a produit, il peut mettre puts data, donc producteur plus data. Donc voilà les deux événements, les deux transitions du côté producteur. Du côté consommateur, ben, le consommateur il va travailler de son côté, et puis de temps en temps il va demander les datas du producteur, ok? Donc qui sont dans le buffer en fait. Voilà. Et puis donc il y a des places, hein, donc les places qui sont liées au producteur, ça va être producteur est prêt, et puis il est data ready, donc il a produit, hein, une fois qu'il a travaillé, il produit ses data, et donc il va être à ce niveau-là, donc il va en pile là. Le consommateur, lui, c'est pareil, il est ready au départ, puis il va travailler, et il va donc vouloir lire des datas après, d'accord? Voilà, et puis dans le système, il y a aussi de fameux buffers, donc il va y avoir data in buffer et place in buffer, et puis un autre élément qui va servir à l'exclusion mutuelle. Donc data in buffer, ça va être quoi? Donc ça va être lui il va mettre puts data, donc il va, quand il fait puts data de la transition, il va mettre justement ses data dans le buffer, alors que lui quand il va get data, il va récupérer les data du buffer, ok? Place in buffer, ça sert juste à la contrainte, vous savez que le buffer est de taille P, d'accord? Donc il faut vous arranger pour faire ça, et donc le sommet mystère qui appartient donc au système, qui sert à faire l'exclusion. Voilà, je crois que je ne peux pas vous aider plus que ceci, à part vous montrer la solution. Donc je vous laisse réfléchir à ça. Juste je complète en vous disant que le cours en fait, donc initialement il avait été préparé par Anitran qui est spécialiste en fait de modélisation, de génie logiciel en fait. Et donc les choses comme ça, c'était son truc. Voilà, donc pour vous dire qu'il y avait des gens très sérieux qui ont préparé ce cours, hein, et moi je ne fais que le répéter. Voilà donc pour ça, et on se retrouve dans la prochaine vidéo pour la solution de l'exercice sur les buffers, très compliqué, et puis pour d'autres exercices, voilà, plutôt beaucoup plus simples que d'ailleurs le buffer.